Salut à tous, c'est Simon, le cofondateur et CPO de Scribe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Product Backstage. Aujourd'hui, on est chez Doctolib et on a beaucoup de choses à raconter parce qu'on va d'abord parler de la manière dont les équipes produits qui travaillent habituellement sur des produits d'un côté B2C, les patients peuvent collaborer avec des équipes produits B2B, tous les outils pour les médecins. On va voir qu'est-ce que ça implique finalement cette collaboration et puis on va aussi voir comment est-ce que l'internationalisation dans un contexte très réglementé comme celui de la santé peut avoir un impact très fort sur votre produit. Pour parler de tout ça, on va aller rencontrer Guillaume qui est Product Manager sur la partie patient. Salut Guillaume. Salut, ça va? Ouais, ça roule, merci de nous accueillir ici. Est-ce que tu peux d'abord nous dire qui tu es? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Guillaume, je suis Product Manager chez Doctolib depuis mi-2020. Auparavant, j'ai déjà fait pas mal de produits dans une entreprise de VTC. Ok. Et chez Doctolib, moi, je m'occupe surtout des services liés aux patients. Ok, donc les apps qu'on utilise dans notre quotidien quand on veut booker un rendez-vous chez notre médecin, c'est toi. Exactement, c'est entre autres. On est beaucoup, mais entre autres, oui. Ok, donc on est chez Doctolib, c'est ça, mais où est-ce qu'on est du coup ici? Alors là, on est au siège de Doctolib, donc sur les quais de Seine, sachant que c'est un des bureaux parmi tant d'autres, parce qu'on en a aussi, on a un gros tech hub à Nantes, à Berlin, à Milan. On a aussi un petit bureau en province, et puis sinon, on a beaucoup de gens en remote. Ok. Et donc là, c'est vraiment le siège. On va retrouver ici des équipes métiers, mais aussi des techs et du produit. Donc tu dis vous avez plusieurs bureaux, des gens en remote. On utilise tous Doctolib, on l'a tous déjà utilisé. Juste pour resituer un peu, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes combien de personnes? Typiquement dans un lieu comme celui-ci, il y a combien de personnes qui travaillent et en dehors de ce siège, combien vous êtes au total? Alors, Doctolib a bien grossi ces dernières années, parce que l'usage a bien augmenté en France, en Allemagne, en Italie. Là, on est à peu près 2800 collaborateurs. Répartis sur ces 3 pays et donc c'est assez complet, hein. Ça va être des équipes tech et produits, on est à peu près 500, ça va être du service client, des sales, du marketing et puis après tout ce qui est nécessaire au déroulement de l'entreprise, donc la partie finance, fusion-acquisition, etc. Okay. Top. Tu l'évoquais là à l'instant, Allemagne et Italie aussi. C'est vrai qu'on le sait peut-être moins parce que Doctolib c'est une boîte française, mais en fait maintenant vous êtes présent à l'international aussi. Oui, exactement. Doctolib s'est lancé, je crois à peu près en 2017 en Allemagne. Ça a bien grossi depuis. Et très récemment en Italie. Là, on est encore tout jeune là-bas. C'est encore que le début et on apprend encore énormément sur ce marché qui est très différent des autres. C'est le début d'une nouvelle histoire là-bas. Et donc on a un bureau à Milan avec à peu près 150 personnes là-bas. Ok, top. Je viens de le dire, on connaît tous Doctolib, on s'en est tous déjà servi, je pense, une fois. En tout cas, pour les gens qui nous regardent, c'est sûr. Mais finalement, Doctolib, c'est une marketplace avec d'un côté les patients, de l'autre les praticiens. Alors c'est pas exactement une marketplace finalement, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on connaît tous, c'est l'application qu'on a dans notre téléphone. Je réserve un rendez-vous et on pense que c'est ça Doctolib. En fait, ça c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg. Parce que Doctolib, c'est avant tout une entreprise de logiciels pour les médecins. En fait, c'est notre principale mission, c'est d'améliorer le quotidien des médecins, c'est-à-dire leur faire gagner du temps et du confort de travail. C'est ce que vous définissez comme votre principale mission. Exactement. Okay. Et la deuxième mission qu'on a aussi, c'est d'améliorer l'accès aux soins de la population. Mais donc du coup, nos principaux produits, ça reste ce qu'on vend à nos médecins, et c'est notre seule source de revenus, c'est les logiciels qu'on vend à ces médecins-là. Donc ça va être Doctolib l'agenda, ça va être Doctolib téléconsultation, le logiciel de médecin. On a même un peu de hardware avec un lecteur de carte vitale. D'accord. Enfin, c'est finalement tout ça qu'on vend aux médecins. Et une des fonctionnalités qui est en lien avec les patients finalement, c'est la prise de rendez-vous, le partage de documents, l'échange de messages. Enfin, c'est quelques fonctionnalités, mais parmi en fait un écosystème énorme, parce que nos logiciels, ils sont utilisés par une variété énorme de praticiens, que ce soit des libéraux, mais aussi des centres hospitaliers. Donc c'est un panel très large. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que dans ton quotidien, dans l'équipe produit, ça a un impact aussi? Parce que quand je parlais de marketplace, en tout cas, il y a deux
types d'utilisateurs très différents, le grand public et puis du coup les professionnels de santé. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que même parmi les professionnels de santé, il y a plein de spécialités. Quel impact ça a concrètement sur votre manière de faire du produit, du coup, cette diversité d'utilisateurs? Alors déjà, on a deux grands types d'utilisateurs qui n'ont rien à voir. Les professionnels de santé qui sont des professionnels par définition, qui sont nos clients. Et on a nos utilisateurs patients qui, donc déjà en termes de nombre, juste pour resituer, les professionnels de santé, il y en a 340 000 qui utilisent nos solutions. Okay. Et des patients, il y en a à peu près 70 millions à travers les 3 pays. Donc c'est déjà en termes de volume, c'est deux types différents, mais aussi en termes d'exigence, parce que les professionnels, c'est eux qui payent. Ils ont un usage intensif, c'est leur quotidien. Si ça ne marche pas à 7 h le matin, leur journée va être compliquée. Donc c'est pour ça que c'est deux types vraiment qui n'ont rien à voir. Et puis ensuite, au sein par exemple des professionnels de santé, comme tu le disais, c'est un panel, c'est un spectre très très large. Parce qu'on va avoir le cardiologue indépendant en Bretagne qui travaille toujours de la même manière depuis 40 ans. Et on va avoir en parallèle peut-être un centre hospitalier qui vient d'ouvrir en Italie ou même en Allemagne, des centres de dermato qui vont être avec un secrétariat qui va avoir des fonctions beaucoup plus larges que ce qu'on peut avoir en France, par exemple. Enfin, c'est très très large et à chaque spécialité, il y a ses spécificités. Et donc nous, au produit, à la data, au design, il faut qu'on arrive un petit peu à comprendre tout ça pour chaque spécificité, pour essayer de construire un produit qui soit adapté à cette variété de besoins. Alors comment vous faites? Comment vous êtes organisé? Combien vous êtes dans l'équipe produit? Comment vous répartissez les différents produits justement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a à peu près, déjà la tech et produit, c'est un peu plus d'une 50aine de feature teams. Donc c'est beaucoup, mais parce que c'est très large, parce qu'on a beaucoup de produits. Rien que côté patient, on a 6 feature teams pour tous les services liés aux patients. Et après, les 50 autres, c'est pour les professionnels de santé, donc l'agenda, l'interconnexion avec les hôpitaux. On a même des équipes spécialisées sur, bien sûr, la sécurité, sur rien que l'envoi des SMS, etc. Parce qu'on envoie plusieurs millions de SMS chaque mois, dizaines de millions de SMS chaque mois. Donc, c'est des gros services qui nécessitent des équipes dédiées. Donc, chaque feature team a sa spécialité. Et ensuite, au produit, on a du coup pour chaque équipe un product manager. Donc, on a à peu près 55 personnes au produit, plus le design, plus quelques personnes qui nous aident à la research. Et donc, grâce à ça, et à la data, bien sûr, et donc grâce à ça, c'est cette collaboration qui nous permet de construire nos produits. Ok, donc là tu viens de nous dire qu'il y avait une grande diversité d'utilisateurs entre d'un côté les patients, le grand public et puis les médecins, avec même dans ce cas-là pas mal de spécialités. Ce que tu m'expliquais pour la préparation de cet épisode, c'est que du coup vous cherchez à vous entourer un peu d'experts dans l'équipe produit parce que vous ne pouvez pas maîtriser l'ensemble des spécialités, l'ensemble des besoins de tous les types de médecins. C'est qui ces experts finalement? Est-ce que c'est des gens qui sont intégrés dans vos équipes? Est-ce que c'est des gens externes à qui vous faites appel? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche là-dessus? Alors, déjà premièrement, s'il y a bien quelque chose que personnellement j'ai appris chez Doctolib, c'est qu'en fait il faut savoir être suffisamment humble sur ce type de produit pour dire je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'utilisateur attend. Je ne suis moi-même pas l'utilisateur professionnel ou même côté patient. Je ne suis pas un patient. La moyenne d'âge de nos utilisateurs, c'est 45 ans, qui est peut-être moins à l'aise. Et donc en fait, il faut savoir s'entourer de ces experts qui sont ces utilisateurs-là. Okay. Et donc pour ça, en fait, on a plein de méthodes qu'on applique au quotidien. On fait énormément de co-construction. Surtout sur les logiciels métiers, sur les logiciels professionnels. En fait, on pousse à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va dans les cabinets s'asseoir à côté des professionnels de santé et on regarde comment ils travaillent. Et on essaie de comprendre et on discute avec eux. Et donc, parfois, on va voir des opportunités d'amélioration, de simplification de leur quotidien, comme ça, en voyant vraiment leur métier. Donc ça, c'est une manière d'aller sur site. Après, on fait aussi venir beaucoup de gens pour des ateliers. Et c'est un peu cliché, mais on leur met une feuille blanche et c'est dessinez-nous le logiciel de vos rêves. Okay. Et ensemble, ils collaborent. Et donc, on va mettre par exemple, plein de kinés ensemble de différentes régions dans une même salle pour le logiciel dédié aux kinés qu'on est en train de lancer. Ou alors, ça va être même des patients chroniques. Voilà, comment est-ce que vous utilisez
comment vous partagez vos documents, etc. Quelles sont les problématiques liées aux documents. En fait, grâce à tout ça, nous, on comprend un peu mieux et donc ils nous aident à co-construire et donc on devient un peu expert grâce à eux. Et puis après, il y a plein d'autres méthodes qu'on utilise. Ça va être des questionnaires qu'on va publier dans nos produits pour demander un petit peu ce qu'ils en pensent, donc comme on peut le faire avec Scribe. Ça va être des questionnaires qui vont être très quantitatifs pour juste avoir des indicateurs, etc. Et puis sur l'aspect même qualitatif, ça va plus loin parce qu'on a aussi le comité médical, donc c'est vraiment des médecins avec qui on travaille tous les jours, etc. pour dès qu'on a des questions assez fortes. Et eux, ils sont bien identifiés. Ils sont très bien identifiés. Pareil, on a les pionniers, c'est des praticiens qui sont très présents, qui viennent régulièrement chez nous, qui nous aident. C'est une communauté très facilement qu'on peut contacter très facilement. Donc là, on le voit à l'image, tu m'as envoyé pas mal de photos. Voilà, exactement. Ils viennent faire des ateliers ici régulièrement. Exactement. Et donc ça, on le fait très très régulièrement. Tous les trimestres, il y a plusieurs workshops comme ça organisés où on fait venir des praticiens d'un peu partout dans toute la France pour qu'on ait cette variété. Et donc toi, tu as travaillé dans d'autres équipes produits avant d'arriver chez Doctolib. Tu dirais quand même que ce besoin de collaborer avec l'utilisateur et de le connaître, le comprendre, c'est particulièrement fort ici. Ouais, là c'est très très fort parce que ce soit professionnel de santé, c'est évident, on ne sait pas comment, je reprends l'exemple du kiné, mais on ne sait pas comment le kiné fait pour gérer pendant sa consultation. Il va avoir plus besoin de son téléphone, il va vouloir se déplacer, il va beaucoup bouger. Rien que la facturation, elle est différente, etc. Et même pour les patients, finalement, quand on est dans notre tranche d'âge, on n'a peut-être pas forcément autant l'utilisation intensive que des personnes plus âgées ou des personnes avec une famille nombreuse, etc. qui vont avoir des problématiques complètement différentes. Donc là, on est vraiment obligé de s'entourer de ces gens-là. Et est-ce que c'est une sorte de passage obligé dans le parcours d'intégration des product managers? Quand tu arrives, tu dois faire une journée dans un cabinet, tu dois participer à des ateliers, ou est-ce que c'est en fonction des projets où là vous vous dites, bon, là on a vraiment besoin d'aller chez des kinés par exemple, voir comment ça se passe? C'est même un peu plus large qu'au produit, parce qu'en fait c'est un peu une philosophie très forte, c'est que tout le monde chez Doctolib doit connaître le métier. D'accord. Et donc en fait, on a régulièrement tous les mois des conférences où c'est un médecin qu'on interroge et tout le monde peut regarder la vidéo, il nous raconte un peu son quotidien, ses difficultés, etc. Maintenant, les nouveaux arrivants sont aussi, on est en train de mettre en place des journées où ils vont dans un cabinet pour voir comment ça se passe, etc. Voilà. Quel que soit l'endroit où on travaille dans l'entreprise, pas forcément au produit, on est sensibilisé déjà à être user first. Et donc, c'est d'autant plus important quand on est au produit. Ok. Bon, là, c'est hyper clair, du coup, le fait que les produits entre les patients et les professionnels peuvent être très différents, avec ce besoin d'aller chercher la voix des utilisateurs dans les deux cas, de manière assez systématique. Est-ce qu'il y a quand même des produits communs, parce que tu m'évoquais tout à l'heure, voilà, des outils vraiment pour les professionnels, pour gérer leurs agendas, leur facturation, etc. Et bien sûr l'appli qu'on connaît, qu'on verra tout à l'heure avec côté patient, mais avec aussi des spécificités en fonction des pays. Mais est-ce qu'il y a quand même du coup des projets qui sont communs et toi qui travailles avec les patients, tu vas aussi collaborer avec tes collègues product côté professionnel? Est-ce que ça arrive ça? Oui, surtout côté patient, parce qu'en fait 90% des fonctionnalités côté patient sont pour servir finalement le praticien. C'est pour le soulager de la prise de rendez-vous, il y a la prise de rendez-vous en ligne. Pour le soulager de la perte de temps liée à l'anamnésis, au check-in, au partage de documents, on offre ces fonctionnalités dans notre application. Et donc, il y a finalement très peu de fonctionnalités qui sont seulement pour les patients. Il y a peut-être aussi la prise de rendez-vous en ligne pour des proches, donc c'est des spécificités qui sont propres pour les patients mais finalement qui servent les praticiens. Et donc oui, on est toujours obligé de collaborer. Et comme par exemple une fonctionnalité qui est assez récente, fonctionnalité de messagerie entre les patients et les praticiens, où là on est en plein dans la collaboration, donc je travaille main dans la main avec une product manager côté pro pour réussir à construire une fonctionnalité qui permette aux praticiens de gérer toutes les demandes entrantes, parce qu'aujourd'hui ça se fait par téléphone, sur le répondeur, parfois dans certains pays sur WhatsApp, par email, etc. Essayer de centraliser un peu tout ça et pour que le praticien puisse gagner du temps, gagner en confort, gagner en sécurité et que le patient lui aussi puisse gagner en confort.
Est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne cette fonctionnalité, la manière dont vous avez collaboré? Peut-être qu'on peut aller dans une salle. Je te montre, je te fais une petite démo et puis comme ça tu verras un peu comment les choix qu'on a fait, parce que chaque fois qu'on fait un choix côté patient ou côté pro, ça influe énormément de l'autre côté et comment ces choix sont basés sur des principes assez forts de collaboration entre ces deux équipes. Top, allons-y. Allons-y. Alors Guillaume, on a changé d'endroit, on est venu dans cette salle ici pour que tu puisses nous en dire un peu plus sur ce projet. Déjà, est-ce que tu peux nous le représenter rapidement? Tu parlais de messagerie entre les patients et les médecins du coup. Ouais, exactement. Alors pour remettre un peu dans le contexte, en fait jusque-là, Doctolib c'était surtout côté patient une plateforme de prise de rendez-vous. En France, on connaît surtout pour ça, il y a le partage de documents, mais voilà, ça reste l'enjeu majeur, c'est la prise de rendez-vous. Et en fait, quand on a commencé à se rapprocher du marché italien il y a l'année dernière et sur les 2 dernières années, et qu'on a essayé de vendre nos solutions aux médecins sur place, on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne correspondait pas bien à leurs besoins parce que la pratique de la médecine sur place est en fait complètement différente. Et donc en allant sur le terrain, en allant rencontrer des médecins généralistes, on a compris que la grosse différence là-bas, c'est que le médecin généraliste, il n'est pas rémunéré comme en France ou en Allemagne à la consultation. Quand je vais chez le médecin, je paye médecin généraliste, je paye mes 25 € pour ma consultation, pour un renouvellement d'ordonnance ou pour un check-up classique. Alors qu'en Italie, en fait, ils sont rémunérés à la patientèle qu'ils gèrent, dont ils sont responsables. D'accord. Et ça veut dire que ils peuvent se permettre d'avoir une organisation au quotidien qui est un petit peu différente et concentrer le temps de consultation sur les patients qui nécessitent d'avoir plus de temps et de focus. Et donc, en fait, ils gèrent énormément de demandes, les petites demandes faciles, ils les gèrent à distance. D'accord. Via un message vocal, via des mails, des WhatsApp, même parfois via Facebook, par courrier. C'est complètement différent. Et donc, même dans le quotidien d'un médecin, c'est 50% de son temps, c'est la tâche administrative là-bas. Et par administrative, j'entends répondre à des messages, etc. 50%, c'est énorme. Ouais. En fait, c'est quasi toute la matinée où il ne reçoit pas de patients. Ce qui est quand même très différent de la France. Et donc, on comprend que la prise de rendez-vous, pour eux, c'est intéressant, mais ça fait que 50% du travail. C'est ça. Ouais. Et donc, ils avaient besoin d'un système qui puisse être sécurisé, parce que les échanges aujourd'hui via email, WhatsApp, etc., c'est pas sécurisé. Que ce soit centralisé, parce qu'ils ont 50 canaux à regarder. Que ce soit contrôlé, parce qu'en fait, ils se font appeler un dimanche soir sur leur téléphone perso, parce qu'ils ont eu le malheur de le passer à un patient, etc. En fait, ils ne peuvent pas contrôler. Et ensuite, qu'il soit structuré pour qu'ils puissent gagner du temps et pas recevoir un mail sans ponctuation de 25 lignes qui raconte beaucoup trop de détails. En fait, que pour eux, l'information, elle soit très vite accessible pour que cette tâche puisse être gérée très rapidement, ou au moins qu'ils voient s'ils ont besoin d'informations complémentaires et qu'ils voient s'ils ont besoin de rediriger ce patient vers une consultation pour un suivi plus complet. Donc pour bien comprendre, cette connaissance du marché, elle arrive comment? C'est-à-dire que c'est des commerciaux qui cherchent à s'étendre sur le marché italien et qui très vite vous disent « attention, en fait, on est en train de se rendre compte que le produit qu'on a, il va falloir qu'on le change ». Est-ce que c'est même avant ça où vous vous dites « bon, dans les plans de la boîte, la stratégie, c'est d'ouvrir ce nouveau marché, on va lancer une exploration de la discovery pour comprendre ». Il y avait ça, parce qu'en fait, avant qu'on décide de lancer un marché, on les visite, on rencontre déjà les médecins, etc. Et donc déjà, là, il y a les premiers retours qui se font et on comprend que ça aurait pu être aussi un gros bloqueur. On peut découvrir que le système de santé est complètement différent et que jamais on n'arrivera à percer, ou en tout cas que ça va nous coûter beaucoup de temps. Et donc ça, il y a toutes les premières recherches, on a des équipes stratégiques dont c'est la spécialité vraiment de découvrir ce marché-là. D'accord. Et donc ça, déjà, ça nous donne beaucoup de billes. Mais ensuite, oui, on a quand même essayé de voir comment réagissait le marché italien avec le produit tel quel. Les solutions plaisaient, mais elles n'étaient pas complètes, parce que la pratique est différente. Et donc c'est pour ça qu'on a eu ce besoin de compléter notre offre avec un outil qui permette au dialogue entre les patients et les praticiens. Mais pareil, en creusant, on se rend compte que les praticiens, ils ne veulent pas
avoir un 8e WhatsApp dans leur téléphone, parce qu'ils ont déjà Messenger, WhatsApp et plein d'autres apps, les mails et compagnie. Est-ce que ça, c'est l'intuition de base? Vous vous dites, on va sécuriser les communications et donc chacun aura, comme tu dis, l'équivalent du WhatsApp by Doctolib dans sa poche. Et c'est la première intuition que vous avez. Oui, parce qu'en fait, on a déjà une solution similaire entre les praticiens. On a Doctolib Team, qui est une solution où les praticiens entre eux peuvent échanger. D'accord. Et ça ressemble beaucoup à WhatsApp, c'est très sécurisé, c'est un réseau fermé que pour les professionnels de santé, etc. Donc on aurait pu se dire, on fait pareil entre les patients et les médecins. Sauf qu'en fait, le médecin, dans les piliers importants dans ses besoins, et ce qu'on a pu comprendre en allant les rencontrer, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas perdre du temps, ils veulent gagner du temps. Et qu'en fait, d'être trop sollicité, c'est trop compliqué. Et ils ont besoin aussi que ce soit structuré, etc. Tout ce qu'un échange d'une messagerie instantanée ne répondrait pas. Ok. Ça ne serait pas satisfaisant pour eux. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas une messagerie instantanée qu'on a mis en place, mais on va le voir juste après, je vais faire une petite démo. Ça ressemble plus à un petit peu du... c'est très proche du mail finalement, ou du ticket qu'on passe un service. C'est je demande quelque chose et le praticien va me répondre dans les temps qui lui sont... c'est lui qui va choisir il va quand gérer il son répond. temps et il est vraiment toujours en contrôle. Et puis l'idée, c'est que le praticien ne soit pas mis sous pression. Il ne va pas recevoir 100 000 messages de la même personne dans la même journée, dans la même conversation. Je fais une demande en tant que patient, j'attends que le praticien me réponde, et voilà. Donc ce besoin identifié par cette équipe stratégique, il arrive à l'équipe produit. On vous dit, il va falloir faire évoluer notre plateforme. Il y a ces premières intuitions, mais comment est-ce que vous organisez? Parce que là, on voit bien ce que tu évoquais tout à l'heure. Il y a deux faces à ce nouveau produit. Il y a d'un côté la partie je peux envoyer un message à mon praticien quand je suis un patient, et de l'autre, cette partie vraiment presque outil de ticketing, comme tu le disais. Comment vous vous synchronisez? Comment vous vous organisez à ce moment-là pour lancer ce projet qui va avoir deux faces? Au tout début, on est vraiment dans une phase exploratoire. On veut aller super vite et on veut vite tester des prototypes qui ne sont pas parfaits, c'est très basique, etc. Mais on veut voir comment les utilisateurs répondent pour ne pas investir pendant des mois pour finalement se casser la gueule. Ouais. Donc au début, c'était une équipe qui était en plus basée en Italie, donc ça avait l'avantage d'eux, ils connaissaient un peu le marché, etc. Donc ils ont mis en place un premier produit qui était très orienté du point de vue du praticien. Et donc l'expérience côté patient n'était pas au rendez-vous, mais c'était pas bien grave. L'idée, c'était pas que ce soit parfait. Et donc grâce à ça, on a pu déjà voir qu'on allait dans la bonne direction. D'accord. On a pu énormément apprendre sur ce qui était prioritaire et ce qui ne l'était pas. Parfois, c'était à l'opposé de nos intuitions. Et déjà, on a eu un premier produit qui a eu ses premiers résultats sur une centaine de médecins. Et ensuite, là, on s'est dit, maintenant, en fait, ça va être la clé pour percer en Italie. Pour pouvoir rentrer ce marché-là, on veut les médecins généralistes, parce que les médecins généralistes vont nous amener des patients, et les patients vont nous amener de la demande pour des spécialistes. Okay. Mais sauf que les médecins généralistes, eux, ils ont besoin de cette messagerie. Donc on a investi plus. Donc là, on a mis en place une équipe côté pro, toujours la même, et une équipe dans le domaine patient. Et donc ces deux équipes maintenant travaillent sur la même fonctionnalité, mais chacun avec son domaine d'expertise. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on travaille main dans la main pour qu'ensemble, on aille dans la même direction, mais tout en connaissant nos limites. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'interface patient, je connais très bien ce produit, je connais un peu mieux les patients que les praticiens, donc je suis plus confortable à travailler sur cette partie-là. Alors que ma collègue, par exemple Julie, qui elle s'occupe du côté pro, elle a énormément de connaissances sur les utilisateurs pro, elle les rencontre toutes les semaines, elle va très souvent en Italie voir des praticiens. On est en train de lancer cette fonctionnalité en Allemagne aussi, donc elle va sur le terrain en Allemagne pour les rencontrer. Et donc ça nous permet à chacun d'avoir notre expertise, parce que les utilisateurs sont tellement différents qu'on ne peut pas tout faire. Et donc on travaille main dans la main et au quotidien, même si on est dans des domaines différents, on s'informe de ce qu'on fait, on décide de la direction ensemble, on construit la vision ensemble. Okay. Et ça donne un produit qui est, vous allez voir, il est encore en construction parce qu'il est encore très jeune, mais les premiers, on sait qu'on va dans la bonne direction parce que les résultats sont là. Et chaque mois, du coup, on va essayer d'ajuster un petit peu le produit pour que ça réponde au mieux aux besoins des praticiens, qui est de gagner du confort et du temps. Ok. Justement, je suis preneur de voir comment ça marche, si tu veux faire une petite démo.
Eh ben, sous tes yeux, là, tu as l'interface patient. Donc, je l'ai mis en vue mobile parce que 80% de nos utilisateurs sont sur du mobile. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on est tout le temps sur cette interface-là. Donc, c'est le site italien, mais qui a été traduit en français juste pour cette démo. Et donc, imaginons que je veuille contacter mon médecin qui s'appelle Noémie Siciliano. Donc là, on est sur un environnement de test, hein, c'est un faux médecin. Et je veux lui demander un renouvellement d'ordonnance. Eh bien, je vais aller sur son profil, comme je fais pour prendre rendez-vous. Sauf que là, je vais avoir un autre bouton, je peux lui envoyer une demande. Donc, on a des questions classiques qui permettent de filtrer un peu qui fait cette demande-là. Ça, par exemple, c'est un point très important pour les praticiens en Allemagne. Et quand on commence à discuter avec les praticiens français, ils nous disent aussi que ça va être un point très important. Comment filtrer, ne pas se faire spammer, etc. Donc là, je filtre un petit peu, je connais ce praticien. On me demande pour qui est cette demande. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour mon enfant? Je vais dire par exemple que c'est pour moi, je m'appelle Cinco. Je choisis et puis là, j'ai une liste de besoins. Et donc déjà, là, pour le praticien, ça lui permet de filtrer parce qu'on ne va pas lui demander n'importe quoi. On ne va pas lui demander on va pas lui demander un certificat médical alors qu'il n'y a pas eu de consultation, des choses comme ça. D'accord. Le praticien, lui, choisit les motifs, de la même manière qu'il choisit les motifs pour des rendez-vous qu'il propose. Et donc là, par exemple, il y a ces 5 motifs proposés. Moi, je vais choisir renouvellement d'ordonnance. Et après, je vais expliquer ma demande. Et donc là, l'idée, c'est que je sois assez concis, mais que je donne suffisamment de détails pour que le praticien puisse traiter. Donc j'ai des petites aides qui me disent qu'il faut que je mette. Je peux aussi joindre des documents. Et ensuite, je fais ma demande. Donc, bonjour docteur, j'ai besoin de quelque chose. On va rester évasif juste pour le test. Et ensuite, j'envoie ma demande. Donc là, j'arrive sur une interface qui ressemble un petit peu à du chat. Ouais. Parce que pour le patient, en fait, en discutant avec eux, on se rendait compte qu'ils avaient un besoin d'être rassurés de « ça a été reçu, c'est bien là, il faut qu'il y ait un lien humain aussi ». Ça, c'est quelque chose de très fort qu'on nous a demandé. Il faut qu'il y ait un petit peu ce lien humain et pas que ce soit juste un champ d'un formulaire voilà, un peu neutre. Et donc, grâce à ça, je sais que je m'adresse à Noémie à propos de mon renouvellement d'ordonnance via mon message. Et j'ai un message qui me dit que Noémie va me répondre dans les meilleurs délais. Là, on reprend des codes auxquels on est tous habitués dans notre quotidien, et ce qui fait que les utilisateurs n'ont pas besoin de réapprendre une interface et voient directement à l'écran des choses auxquelles ils sont habitués et qui les rassurent. En fait. Exactement. On essaie de reprendre des codes d'une interface de messagerie, mais tu vas le voir, côté praticien, c'est complètement différent. Ouais. En fait, côté praticien, nous, on ne veut pas qu'il soit spammé. On veut qu'il soit sous contrôle et donc là, c'est la vue agenda, l'environnement de test encore une fois. Donc en fait, dans cette interface, je vais avoir un onglet avec toutes mes tâches. Il y en a une qui est mes demandes et mes messages. Et là, je vais voir par exemple la dernière que j'ai reçue de Cinco qui est toujours non traitée. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir. J'ai les infos de base de ce patient. Je peux aller voir le profil de ce patient si je veux plus d'informations. Mais là, le patient me demande quelque chose. Et donc là, soit le secrétariat peut déjà pré-traiter cette demande, laisser des notes internes, comme ça on collabore, etc. Soit le praticien peut répondre directement. Donc on propose des templates pour aller plus vite, il peut attacher des documents, etc. Et donc là, quelques éléments qu'on a pu apprendre, enfin qu'on a appris en discutant avec les praticiens, en particulier en Allemagne. En fait, là encore une fois, c'est très différent. En Allemagne, le secrétariat est très important. Ils ont énormément de tâches à faire, beaucoup plus qu'en France ou en Italie. Et donc, on sait que pour ouvrir cette fonctionnalité au marché allemand, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur la collaboration en interne. Parce que dans les fonctions du secrétariat, il y a aussi préqualifier les demandes, pré-traiter, etc. Okay. Donc, il y a beaucoup plus de collaboration. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la gestion des notes assignées à des gens, etc. Donc ça, quand tu dis on l'a appris concrètement, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, vous allez parfois chez certains praticiens, vous en faites venir aussi ici. Est-ce que d'ailleurs vous faites venir aussi des praticiens italiens et allemands dans vos bureaux à Paris où vous allez surtout les voir? Comment ça se passe finalement, cette découverte et tous ces apprentissages, notamment dans des pays étrangers, alors que votre équipe produit, elle est basée ici à Paris? Alors, notre équipe produit n'est pas que basée ici, parce qu'en fait, on a quand même des pôles tech à Berlin et à Milan. Donc ça aide du coup déjà à avoir une empreinte sur place. Et quand on doit voyager, c'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'on a des bureaux sur place. Ouais.
ensuite, par exemple, pour l'Allemagne, donc on avait déjà un produit italien qui était conçu pour l'Italie, mais au moins il existe. Et donc quand on veut aller en Allemagne, on ne repart pas de zéro, on a déjà cette brique-là. Donc on a interrogé des médecins, on est allé les voir sur place ou on les a interrogés en visio, c'est aussi très facile de mettre ça en place. L'avantage, c'est qu'on a un carnet d'adresses énorme grâce à Doctolib. Donc nous, on peut les contacter, on leur demande leur avis, on fait 2-3 ateliers, et puis ensuite, on fait un pilote, on sélectionne 10 à 15 médecins généralistes allemands, et on voit comment ils interagissent avec le produit. Ils nous font leur retour, et là, on a appris plein de choses sur la manière dont c'est géré dans le cabinet. Par exemple, qui peut activer cette fonctionnalité, qui a les droits de voir, qui a les droits de répondre. C'est complètement différent par rapport à l'Italie, et du coup, on sait qu'on a des choses à améliorer. Et en fait, grâce à ces retours, on gagne un peu en confiance, parce que du coup, on solidifie notre produit, on sait qu'il a été un peu plus rodé, et donc là, ça y est, on est un peu plus confiant, on se dirige vers la fin du pilote, et on va pouvoir le lancer un peu plus en Allemagne, même si on sait qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, on est déjà confiant pour avoir une première base avec les médecins généralistes. Ok, donc tu expliquais tout à l'heure que la naissance de ce produit, elle est liée à l'identification par une équipe un peu stratégique de pratiques médicales différentes en Italie. Et finalement, vous vous rendez compte que c'est aussi potentiellement une porte d'entrée sur l'Allemagne, ce produit, mais qui va demander à être un peu adapté. Mais cette identification italienne vous permet aussi d'aller de répondre à des besoins spécifiques du marché allemand en fait aussi, quoi. Enfin, spécifiques exactement. Par rapport à la France, quoi, du coup. Exactement. En fait, l'Italie nous a obligés à développer une fonctionnalité pour répondre à ce type de besoin. On se rend compte qu'en Allemagne, ils ont aussi des systèmes pour gérer les demandes d'ordonnance, etc. Mais c'est chacun héberge ça sur son propre site, avec des formulaires pas très sécurisés, etc. Donc, pareil, on se rend compte que nous aussi, on a de la valeur. On peut leur apporter de la valeur, on peut leur faire gagner du temps et du confort en centralisant tout, en sécurisant, en structurant. Et donc, grâce à ça, on l'a découvert avec l'Italie. Et en fait, on se pose aussi un petit peu la question pour la France, même si le marché est encore différent. On peut se poser la question à terme, est-ce qu'on veut proposer cette fonctionnalité dans ce pays-là ? Là, c'est un petit peu différent parce que la France, c'est un acte. Pour qu'il soit rémunéré, il faut aller en consultation. Donc là, ça veut dire que le médecin ferait un acte qui ne serait pas rémunéré. Donc là, ça soulève encore d'autres questions de comment est-ce que l'usage peut se trouver. Mais ça, on essaye d'y répondre en faisant venir les médecens, même dans cette salle. On a fait des ateliers ici le mois dernier. Il y a encore des schémas au Voilà, mur. Exactement. Il y a des schémas souvent un peu partout où on leur demande un peu comment ils gèrent aujourd'hui. Et puis alors, parfois, on entend des situations un peu lunaires de médecins qui se font... Qui ont des demandes jusque sur Facebook, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'imagine pas, mais c'est là où on se dit on peut leur faire gagner énormément de confort. Parce que c'est en France, c'est à peu près 2 heures de leur temps à gérer les demandes externes. Donc ça peut être le coup de téléphone, les mails, les trucs. D'accord. Donc sur 2 heures, on peut peut-être leur faire gagner la place pour au moins 1 ou 2 consultes, quoi. Donc c'est potentiellement une fonctionnalité qui arrivera aussi en France un jour, mais il y a encore beaucoup de questions auxquelles vous devez répondre. Exactement. Dans ces questions, j'imagine qu'il y a aussi des questions légales, parce que vous travaillez dans l'univers de la santé, donc c'est peut-être l'industrie la plus réglementée, et tant mieux, certainement. Quand vous développez une nouvelle fonctionnalité pour un nouveau pays, qu'après vous l'adaptez sur un deuxième pays et qu'elle revient potentiellement sur la France, tous ces aspects légaux, j'imagine, doivent avoir un impact aussi sur la manière dont vous construisez ces produits, dont vous adaptez ces fonctionnalités. Comment ça se passe ? Est-ce que le légal est tellement important pour une entreprise comme Doctolib que vous avez des juristes embarqués dans les feature teams ? Est-ce que c'est une équipe légale que vous sollicitez en fonction des différents projets ? Comment ça fonctionne cette partie-là chez vous ? Alors, c'est vrai que tout ce qui est légal et sécurité, c'est le passage obligé pour un projet. Les enjeux sont trop importants, on gère de la donnée qui est de santé, on est quand même dans un espace qui est ultra réglementé avec le RGPD, etc. Donc on se doit d'être hyper vigilant. Et donc pour y répondre, en fait, on a une équipe légale qui est assez conséquente et où on a des points de contact. Donc par exemple, côté patient, on a 2 juristes alloués à nos 6 feature teams, où on va travailler avec eux au quotidien. Dès qu'on a un projet, on leur en parle. Et l'idée, c'est qu'ils arrivent à identifier les challenges le plus tôt possible. Comme ça, nous, on ajuste notre manière d'aborder le produit.
Même parfois, ils nous aident à trouver des solutions. En fait, l'idée, c'est qu'on ait vraiment un produit qui soit compliant by design. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de les inclure dès le début. Et l'avantage d'avoir un référent unique au sein de ce département, où là, en l'occurrence, on a juste 2 personnes, et ben, c'est aussi qu'eux aussi deviennent experts de notre domaine. Ouais. Ils connaissent très bien notre produit, parce que le logiciel médecin, donc déjà, il y en a plusieurs, mais c'est énorme, c'est 10 ans de travail. Aujourd'hui, on est 55 feature team. Donc forcément, si on demande demain à n'importe quel juriste une question random sur le produit, ça va être très dur pour cette personne d'y répondre. Donc grâce à ça, on a aussi des experts de notre produit au légal. Puis on leur demande, enfin ils ont aussi le réflexe par eux-mêmes d'aller tester le produit, d'aller essayer de voir les limites. Donc ça, c'est hyper utile pour nous. Et puis ensuite, au quotidien, bah voilà, on travaille très proche. C'est pareil avec la sécurité. Quand je dis sécurité légale, chez nous, c'est les 2 entités fortes. Mais ils vous accompagnent sur tous les pays. Ces 2 juristes référents vont vous dire attention, en Allemagne, la loi, c'est ça, il faut faire attention à ça. Alors, d'accord. En fait, c'est nos points de contact. Et derrière, eux vont se faire aider par les ressources nécessaires s'ils ont un doute. Après, on a la chance, sur ces 3 pays-là, d'avoir des législations qui sont quand même très similaires. Mais il y a des différences. Parfois, l'interprétation rien que du RGPD va être plus stricte dans un pays qu'un autre. Et donc, c'est là où eux vont se faire aider, même par des équipes spécialisées en privacy, des équipes spécialisées, je sais pas, en droit des contrats, n'importe quoi. Et donc, mais pour moi, product manager, c'est un confort énorme de n'avoir parlé qu'à une seule personne qui connaît très bien mon produit, qui connaît très bien mes challenges. Parce que, voilà, quand je vais dire, ah bah non, si vous m'obligez à que l'utilisateur coche 3 cases pour pouvoir envoyer un message, 3 cases de compliance légale, moi je vais perdre tout le monde. Et donc c'est des notions où ils sont très familiers avec tout ça, ces notions de conversion, etc. Donc, ça veut dire que tu dirais qu'il y a une culture produit dans votre équipe légale et sécurité quand même. Ouais, c'est quelque chose que vous... C'est ce qu'on essaie, en tout cas c'est ce qu'on essaye d'avoir. Alors forcément, parfois la réglementation est très dure, voire même parfois un peu contre-intuitive, ce qui amène à des situations, en fait, on essaye ensemble de trouver la solution. Travailler avec un département légal qui nous dirait vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut faire comme ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, constamment, c'est comme la sécurité et le légal, c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est comment respecter, prendre un niveau de risque le plus acceptable possible. Et en général, le risque, le niveau d'acceptation est très faible. Mais donc, il faut trouver la solution ensemble. Et puis parfois, oui, ils nous permettent de trouver d'autres idées. Ok. À t'écouter parler de ces sujets légaux, de ces sujets internationaux, de la collaboration entre les équipes patients et pros, et avec cette connaissance des 2 côtés que ça demande pour réussir à apporter le bon produit, le mot qui me vient en tête, c'est la complexité. Finalement, j'ai l'impression que vous travaillez dans un environnement produit complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses très différentes à prendre en compte. Est-ce que tu es d'accord avec ça, déjà? Est-ce que c'est une bonne analyse? Oui, c'est un environnement qui est très complexe, mais il y a un gros mais, c'est qu'en fait, cette complexité, elle peut être absorbée en s'entourant des personnes expertes, pour qui ce n'est pas si complexe. Par exemple, le légal, on s'est entouré d'énormément de personnes expertes, avec des années d'expérience, etc., qui nous permettent déjà de mieux gérer ça et de ne pas avoir de mauvaises surprises, etc. Mais c'est pareil avec les utilisateurs, ce que je disais au tout début, c'est hyper complexe de comprendre comment est géré un système par exemple, d'identification de patients dans un centre hospitalier qui est connecté avec la région, machin. En fait, on va discuter avec ces gens-là, et ils vont nous expliquer, et on s'entoure de ces personnes-là. Et donc la complexité, elle est présente, hein, c'est sûr, et c'est sûr que ça demande à chaque product manager de toujours prendre un pas en arrière, toujours prendre du recul, parce que parfois on lève la tête et on se dit mais je suis en train de me prendre la tête comme pas possible sur un tout petit truc, et donc en fait, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je peux pas faire plus simple? Est-ce que je peux pas viser les 95% et ce 5%, on le traitera autrement, etc. Il faut toujours savoir prendre du recul, mais et pas se buter sur la complexité, parce que c'est sûr, elle est tout le temps présente. Mais c'est ce qui fait aussi le challenge de la conception produit dans ce type d'entreprise. Tu dirais que c'est tes 2 principaux conseils pour les gens product qui nous regardent et qui pourraient être dans un environnement complexe, pas forcément dans la santé, mais je sais pas, ça pourrait être... Il y a beaucoup d'industries où il y a de la complexité. Tu dirais que la capacité à s'entourer d'experts
et cette capacité à prendre du recul régulièrement pour savoir si on va dans la bonne direction, c'est les deux principaux conseils. Tu en as d'autres que tu pourrais donner peut-être? Alors il y a ces deux-là, mais j'en donnerai un troisième qui est vraiment être humble dans le sens où tout le temps se dire que je ne sais pas, mais c'est pas grave si je ne sais pas, c'est comment je vais faire pour réduire ce doute, réduire cette incertitude. Et plutôt que d'arriver avec des convictions, le plus dur en fait dans ce genre de métier, c'est combattre les avis, les opinions fortes. Parce qu'en fait, l'opinion de mon voisin de droite, ça va être il a autant de valeur que celui de mon voisin de gauche, quel que soit son statut hiérarchique ou quelle que soit sa position, sa profession en France. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à les baquer avec de la donnée, avec que ce soit de la donnée vraiment ultra quantitative ou aussi qualitative, avec en rencontrant des médecins, etc. Ou avec des études, avec du benchmark. Mais vraiment toujours savoir prendre du recul, parce que quand on est sûr de nous, mais uniquement sur une intuition, dans notre genre de métier, dans ce genre de contexte, c'est trop risqué, on ne peut pas se le permettre, quoi. Ok. Écoute Guillaume, c'était hyper complet, hyper clair. Moi en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont vous travaillez et la manière dont vous arrivez à collaborer aussi entre ces deux univers des patients et des professionnels. Donc merci beaucoup déjà pour ton accueil merci d'être venu. Et d'avoir présenté tout ça. La dernière question que j'aurais, c'est si demain pour un nouvel épisode de Product Backstage, je dois aller rencontrer quelqu'un d'autre, qui est-ce que je devrais aller interroger d'après toi? Qui sont les gens qui t'inspirent ou que tu aimerais entendre davantage dans l'univers produit et que je devrais aller interroger pour Product Backstage? Eh ben, je te conseillerais d'aller rencontrer Claire Boitrel, qui est Group Product Manager chez Decathlon Outdoor. Et c'est une position qui est très intéressante parce que Decathlon, c'est surtout connu pour ses équipements sportifs. Oui. Et en fait, ils ont une partie digitale qui se développe beaucoup. Et dans un groupe comme ça, il y a aussi la culture du changement, de la transformation. Et Claire y est déjà depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et donc je te conseille d'aller discuter de ça avec elle, elle sera ravie. Top, bah écoute, c'est bien noté. Merci encore une fois pour ton accueil et pour toutes ces informations. Et puis à très bientôt. Un grand merci, à bientôt.